Réparer Mayotte, sur les chantiers de la reconstruction. Le 14 décembre 2024, l'ouragan Chido dévaste l'île de Mayotte, causant d'importants dégâts humains et matériels. Au lendemain de l'événement, la France est sous le choc et les images circulent sur tous les médias. Bidonvilles soufflés, toitures arrachées, familles hébergées dans des écoles, forêts entières au sol. Il faut désormais réparer l'île, corriger les problèmes structurels générés par une croissance trop rapide et par la même occasion la rendre plus résiliente. 2 mois après la catastrophe, je me rends sur place pour donner la parole à celles et ceux qui y font la ville au quotidien et tirer des enseignements des crises que connaît l'île. Au cours de cette série de podcasts, je rencontre différents acteurs mahorais ou hexagonaux pour nous aider à identifier les enjeux et leviers d'action d'une vraie reconstruction. Je suis Sylvain Guérizeau, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Dominique Tessier, bonjour. Bonjour. Dominique, est-ce qu'on peut déjà commencer par un petit tour de présentation? Peut-être que tu nous racontes où tu en es et quel est aussi ton rapport à l'île. On est à Dembéni, mais je te laisse dire le reste. En fait, d'abord, ce qui me caractérise, c'est que je suis architecte, que c'est un choix que j'ai fait quand j'étais jeune et que, c'est toujours confirmé que c'était un bon choix. Parce que les études m'ont beaucoup intéressé parce qu'elles étaient diverses et puis, l'exercice du métier quand je l'ai commencé, heu, ça m'a pris. Ça m'a pris au corps, on pourrait dire, et à la tête et ça m'a jamais lâché et peut-être une des choses qui me caractérise, c'est que j'ai, comme dit Olivier Chadouin, j'ai profité de indétermination du diplôme pour faire tout un tas de métiers avec ce diplôme-là. C'est ce diplôme qui t'a amené sur l'île? Non, c'est pas le diplôme qui Ouais. m'a amené sur l'île, c'est Toujours ma famille. intéressant de savoir comment les gens sont arrivés ici. Non, pas du tout parce Si que c'est j'ai pas si on peut en ouais, parler, ouais, hein, ouais. je Non, j'ai été diplômé en 1978 et je suis venu sur l'île pour la première fois en 1997, donc à peu près 20 ans plus tard et en fait pour des raisons familiales, au départ. Voilà, mais très vite j'ai été séduit par, le territoire et par la population et j'ai eu envie de revenir et j'ai saisi une opportunité qui était offerte par, le PUCA, qui avait lancé un appel d'offres de recherche sur la maison individuelle et son urbanité et donc j'ai proposé d'observer pourquoi à Mayotte, il y avait pas de mitage alors que, l'urbain était constitué, presque à 100 de maisons individuelles. ouais, c'est pas de mutage donc, des noyaux villageois, voire des noyaux urbains, mais entre les 2, finalement, une nature, en tout cas une agriculture préservée, c'est-à-dire pas des maisons un peu partout. Oui, c'est ça et même par exemple quand on monte au mont Chungi qui est un des plus hauts sommets on voit presque des comme un peu dans Astérix, il y a un trou dans la forêt Ouais. où il y a le village et ça c'était en 1997, ça a beaucoup évolué, mais ça c'est assez frappant et c'est lié à la aux règles coutumières. On va retrouver le foncier, on va retrouver, voilà,
beaucoup de traditions qui font ce qu'est aujourd'hui la ville, ou en tout cas l'urbain à Mayotte. On va passer pas mal d'étapes, mais il y en a peut-être que tu voudras souligner à un moment. Pour te retrouver ici donc à Dembéni, au CAUE, hein, qui est un CAUE récent, que tu diriges. Oui, depuis le début de l'année 2024 et après 3 ans de préfiguration qui avaient un peu patiné. Donc je me suis mis au travail tout de suite, je dirais en m'appuyant sur, les cultures que j'avais acquises, à la fois au réseau des maisons de l'architecture, dont j'ai été président pendant 3 ans, où j'ai pu voir une diversité de modes d'action, mais aussi un peu des CAUE parce que j'en ai fréquenté quand j'étais architecte conseil, notamment dans le Lot ou en Ardèche et puis, en m'appuyant sur la connaissance que j'avais acquise en tant que maître d'œuvre, et puis en tant que conseil aussi d'une collectivité, la ville de Mamoudzou et l'Académa, pour, pour agir. Voilà, ce sont des points d'appui, la culture, c'est un point d'appui. Alors on va venir là-dessus, hein, sur les modes d'action, alors présents et futurs, Ouais. ou voilà, et peut-être nécessaires ou potentiels ou autres. Parce qu'évidemment on a un bouleversement, en tout cas on a un choc, heu, qui touche une île, qui vivait déjà un certain nombre de difficultés, de tensions importantes. Chido, le cyclone, toi tu étais sur l'île à ce moment-là. Comment déjà tu l'as vécu? Peut-être comment tu as vécu le lendemain, et est-ce que tu peux nous raconter un peu, les jours d'après? Les jours d'après, oui, les jours d'après sont beaucoup plus difficiles que la durée du cyclone. La durée du cyclone, moi je vis dans un studio en rez-de-chaussée, j'étais enfermé dans le noir avec des bougies. On pourrait dire résumer la chose en disant: «J'ai attendu que ça se passe». Mmh. J'ai un peu écopé l'eau qui rentrait dans le studio, mais voilà, ça a pas été le plus difficile. Le plus difficile commence justement après, quand on a, pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau, pas de à la fin même pas de gaz, que la route est coupée, on peut pas sortir et donc on est dans une sorte de confinement, un petit peu différent de celui du covid. Parce que c'est pas la maladie qui nous menace tous les jours, mais dans un confinement, un repli où finalement, bah, moi mes relations directes, c'était mes propriétaires qui habitent à l'étage au-dessus et puis il faut s'habituer à vivre roots, comme on dit. Alors, quand on est, d'origine parisienne comme moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller faire des vacances roots, mais c'était choisi tandis que là, c'était subi Mmh. et beaucoup plus long et plus difficile. Mais j'ai appris à réutiliser les choses que j'avais appris à la campagne quand j'étais tout petit, avec ma grand-mère. Voilà, comment faire, aller chercher l'eau à la rivière, emmagasiner les seaux, remplir des bouteilles, voilà. C'est pas facile. Surtout, peut-être, la chaleur, les moustiques, la pluie, tout ça, ça prend un côté beaucoup plus, prégnant que, quand on dispose de ventilateurs ou de choses comme ça et donc c'est la durée qui est pénible Ouais. et puis la distance avec les siens, la distance avec les amis et tout ça. Donc moi, en fait, j'ai pu sortir de chez moi au bout de 3 4 jours, quand les toits qui étaient tombés sur la route ont commencé à être démontés et les premières choses qu'on a faites, c'est aller voir des amis, c'est aller recharger, les batteries, de téléphone chez quelqu'un qui a de l'électricité. C'est des choses comme ça, quoi. Trouver de l'argent liquide parce qu'on ne pouvait rien acheter sans argent liquide. Donc il y a vraiment ce moment où, il y a difficulté matérielle, mais il y a aussi, en tout cas dans les témoignages, moi j'ai pu recueillir un élément très prégnant qui est le fait d'être coupé du monde, tu viens de le dire. Ouais. C'est-à-dire pas avoir d'informations, pas pouvoir non plus en donner, c'est-à-dire rassurer ses proches, qui sont parfois distants, hein, mais y compris de village en village, on n'a pas d'informations et on sait pas comment ça s'est passé, hein, et ça dure pas 24 heures, ça dure plusieurs jours. Jusqu'au moment où on commence à pouvoir accéder à, avec toujours des difficultés de communication, et autres, et on a, voilà, une profession qui se mobilise, ou en tout cas qui commence à émerger. Comment est-ce que tu as vécu ça de ton côté? Alors ça, c'est une chose, qui a été, ouais, je sais pas, spontanée.
Et pourquoi cette profession-là? Bah, sûrement parce que ça concerne beaucoup les constructions et tout le monde a eu envie de se rendre utile. Heu et en fait, le mode de rassemblement initial, c'est des copains qui boivent des coups ensemble. Mmh. Voilà. Ce qui est quand même le réseau social le plus efficace. Voilà. Et ensuite, moi, je suis directeur du CAE, il a fallu, quand même que je prenne, des décisions, même pas toujours agréables pour mes collaborateurs, mais de leur dire, «Il y a pas qu'un endroit sur, Mayotte, on a une responsabilité territoriale et donc maintenant il faut s'organiser et se, déployer sur le territoire». Alors déployer pourquoi? Déployer pour Pour faire servir quoi en fait? Pour alors, heu, comment enfin dé c'est quand même un sujet, c'est comment on est utile quand on est archi dans l'urgence? C'est pas le moment où on va reconstruire, rebâtir, d'ailleurs c'est pas notre métier. alors je pense qu'il y a 2 degrés. Il y a un degré de sécurité, c'est-à-dire, pouvoir conseiller sur ce qu'il faut on peut garder et ce qu'il faut évacuer, finir de démolir, ce qui a Mmh. pas démoli encore le cyclone et puis protéger. Je pense que c'est une profession qui a les connaissances suffisantes pour ça Ouais, ouais. et donc elle a mobilisé ses connaissances pour aider à ça et alors elle l'a fait d'une manière spontanée, au tout début, entre copains, on pourrait dire et puis après elle l'a fait de manière très organisée parce qu'en fait les communes étaient dans le besoin et nous ont très vite sollicités et donc à partir de là, on s'est organisé pour servir, les collectivités au mieux. D'abord, l'urgence, c'était les écoles, Mmh. parce qu'il y avait une rentrée scolaire qui était en perspective et qui s'avérait être, perturbée et donc on s'est retrouvés assez vite. Hem, le premier pas de déploiement, ça a été l'arrivée des architectes de l'urgence. Puisque j'ai été contacté en tant que directeur du CAUE par des gens de La Réunion qui me disaient: «Les architectes d'urgence vont arriver, ils sont 2, voilà, comment s'organiser?» Et donc assez vite, je suis allé les accueillir. Ils étaient, je sais pas, 6 ou 7 parce qu'il y avait les architectes de La Réunion qui les accompagnaient et assez vite on a dit: «Bah, voilà, le territoire il est grand, vous prenez le nord, nous on prend le sud» et Mamoudzou, il a sa propre structure. Donc et la programmation de ce qu'on avait à faire, elle était donnée par le rectorat d'une certaine façon il était en capacité, de faire lui-même les diagnostics de ces établissements du secondaire, mais il n'était pas en capacité de faire celui des écoles dont il n'est pas, comment dire? Il fournit les enseignants, mais il n'est pas, Oui, c'est une responsabilité des communes propriétaire justement. Ouais, ouais. propriétaire des établissements. Et surtout, il y en a 221, 221 écoles et que donc ça fait beaucoup de sites. C'est 1895 classes et donc la demande, est très simple: combien on peut rouvrir de classes à la rentrée? Ouais, ouais. Avec des enjeux, particuliers, hein, dans ces établissements scolaires, puisque nombre d'entre eux ont servi aussi d'hébergement d'urgence. On a donc des lieux habités Mmh parfois, mh. endommagés aussi, hein, il y a des problèmes de dégradation aussi Mmh. intérieure et cetera, enfin des sujets assez complexes, hein. On n'est pas, Ouais. Alors, sur ce volet-là, il faut savoir quand même que c'est pas partout. Il y a quand même c'est essentiellement la zone urbaine, de la côte, est, nord-est qui va de Mamoudzou, enfin oui, c'est de la commune de Mamoudzou jusqu'à Longoni qui comprenait le plus de lieux de refuge. ouais, Parce que c'est là aussi, il y avait plus de bidonvilles et d'habitats précaires. Après, il y en avait un peu répartis sur le territoire, mais en nombre, quand même beaucoup moindre. d'accord. Les dégâts ont été assez inégaux selon les secteurs de l'île. Donc, il y avait, plusieurs aspects, mais l'aspect, c'était est-ce qu'on peut laisser les gens un aspect, par exemple, pour ceux qui avaient servi de refuge, c'est est-ce qu'on peut laisser les gens dedans encore, quelques jours, Mmh. quelques semaines? Et puis après, le deuxième enjeu, c'était de faire sortir ces gens-là pour pouvoir engager, au moins des réparations d'urgence et pouvoir, comptabiliser le nombre de classes qu'on allait pouvoir, remettre en service. Toi, tu gardes de ce travail-là, c'est un sacré retour d'expérience, hein, c'est un Mmh. stress test de nos infrastructures, du quotidien. Enfin, Mmh. l'école, c'est quand même, le bâtiment public de proximité par excellence, hein, surtout, Mmh dans mh. un territoire où
où ça manque pas d'enfants, donc il y en a Mmh. beaucoup, des écoles et cetera, donc c'est la quotidienneté de l'établissement public. C'est donc quelque part un peu un lieu refuge ou autre. Mmh. Est-ce que toi, tu as appris c'est peut-être trop tôt encore, mais un peu de cette coupe en travers de ce qui a tenu, ce qui a pas tenu, ce qui a bien marché comme hébergement ou autre? Est-ce qu'on arrive à remettre en selle pour la rentrée rapidement? Est-ce qui est beaucoup plus problématique? Est-ce que, pour toi, il y a des apprentissages à tirer, des leçons à tirer sur la façon dont on va penser des groupes scolaires, demain, sur l'île et peut-être ailleurs d'ailleurs, hein? Ouais, il y a plusieurs aspects. Alors, il y a quand même un facteur qui est important à retenir, c'est qu'il y a pas de généralité. Parce qu'il y a des effets de site, parce qu'il y a des Sur les dommages, hein, ouais. ouais, Ce qui a tenu et ce qui a pas tenu, bah, ouais, ça dépend où en fait, hein? ouais. Ouais, Ça dépend où et ça dépend comment le vent, s'y est pris, si je ouais, puis ouais. dire. Il y a des endroits où il y a des effets Venturi, remontants, il y a des endroits où il y a des effets de site avec des goulots, il y a donc c'était on peut difficilement, faire de généralité. Néanmoins, c'est quand même le plus frappant, quand même, moi je trouvais, c'est le manque de résistance à l'arrachement de certaines constructions. Parce que, quand on voit un toit entier, 4 pans qui s'envolent, Avec sa bah, charpente? avec sa Ouais, charpente, ouais, ça c'est quand même assez surprenant ouais. et on peut pas c'est les effets du vent, mais c'est aussi les effets de la malfaçon. Ouais, Oui, donc ça a été noté sur ouais. l'habitat populaire, mais aussi donc Oui, aussi sur le sur les bâtiment écoles, public, hein? ouais, sur Ouais. les écoles. Après, alors moi j'ai pas fait le nord, j'ai fait tout le sud. On n'a pas on a eu des arrachements, on n'a pas eu vraiment de renversement de toiture. Heu et après on voit que, ce sont souvent des points singuliers qui sont affectés. Par exemple les croupes, Mmh. elles sont plus fragiles que les comment? Les parties courantes de toiture. Ouais, ouais, ouais. Et puis, les gouttières bien sûr, souvent les faîtages, les coiffes sur les petits toits, comment on appelle ça? Des surtoitures, Ouais. ce genre de choses sont fragiles. Hem, Après je pense que la manière dont les bâtiments sont posés dans le terrain joue aussi un rôle, important. Ils peuvent soit être protégés, soit exposés. Et puis après, il y a quand même la question de la qualité de la construction, parce que moi j'ai fait une école par exemple à Niambadao, elle était plein vent, avec un auvent ouvert vers le vent, elle a pas bougé Ouais, ouais. et moi j'étais terrorisé, je me dis: «Je j'ai peur d'y aller voir». On m'a ramené des photos, elle a pas bougé. En fait, c'est quand même la qualité, de la conception et de la réalisation joue un grand rôle dans l'affaire et à la multiplication des points d'attache. Parce que si tu fais des choses, exposées, mais très bien avec des attaches très rapprochées, c'est quand même ça résistant. Les trucs, trop surdimensionnés, je dirais. On a vu par exemple une école dans les hauts de Dembélé avec une salle de classe, ou de cours ou de je sais pas quoi, qui devait être certainement magnifique avec une façade vitrée, Mmh. je sais pas de 10-12 mètres de long. Ouais. Bah, tout a volé. Oui, oui, tout a ouais, Tout avec a oui. volé, le vent est Ouais. rentré, il a soulevé les faux plafonds, après il a soulevé les tôles, tout Ouais, est ouais, parti. avec les risques aux personnes s'il y avait des gens là, Ouais c'était pas le cas, mais ouais. et c'est un sujet quand même de prendre en compte ici, dans la manière de dessiner la forme, le fait qu'on peut pas tout faire. Oui, donc ça veut dire que c'est pas simplement une question, in fine de dimensionnement des structures, de mise en Mmh. œuvre et cetera. Mmh. Il y a aussi dans la forme architecturale, des éléments de langage Mmh. qui, quelque part sont questionnés, hein, Ouais. notamment la grande baie vitrée, Mmh. le coudissant, il a pas fait long feu, Ouais, ouais. dans bien des cas, Ouais, hein. ouais, ouais. Ce qui pose d'autres questions et Mmh. voir comment est-ce qu'on interpréterait ça, on interprétera ça, C'est valable au à niveau d'une l'avenir. maison individuelle, là. Moi, Ouais, je ouais. vois des gens, ils avaient une grande baie et ils reconstruisent, ils disent: «On fait 2 fenêtres». Mmh, mmh. Mmh. Alors le CAUE a été aussi
j'allais dire un lieu de rencontre, enfin tu vas peut-être pas, ça te va peut-être d'ailleurs comme, comme propos, mais un lieu de débat, un lieu en tout cas la profession c'est enfin vous avez organisé des temps de débat, de discussion, d'échange, de témoignage, je sais pas comment les appeler, mais en tout cas des temps collectifs, On les a heu, appelés des tables rondes. ouais Ouais. et ça En continue fait, d'ailleurs, hein? hein? Et ça continue d'ailleurs? Ça Ouais, vient d'où? Ça fait quoi? Tu en tires quoi de ces moments-là? alors C'est ça, c'est, quand même, je dirais, une continuité parce que quand je suis arrivé ici, que j'ai pris le poste avec, le président de l'époque, je lui ai dit: «Mais ici à Mayotte, il y a pas de débat, public sur l'aménagement, la construction, alors que c'est une question constante, pour tout le monde. mmh, Presque toutes les familles sont constructeurs». Et donc, dès mon arrivée, j'ai mis en place un truc qu'on a appelé les cafés CAUE. C'était le vendredi matin et c'était à destination de tous les professionnels du cadre de vie. Et puis, on a commencé, c'était prévu tous les 2 mois et le dernier qui avait eu lieu, c'était au mois d'octobre, c'était pour les Journées nationales de l'architecture. On avait fait un café heu, dans lequel on présentait ce qu'on allait, mettre au débat dans des cinémas, des tables rondes après avoir vu des films sur les thèmes, je dirais les plus prégnants ici à Mayotte, l'eau, construire avec son village et les bidonvilles. mmh. Et donc voilà, ça a été, c'était octobre. On avait dû en programmer certainement un, vers le mois de décembre, puis il y a eu Chido et au bout de, je sais pas, 2 semaines à peu près, je crois que c'est à peu près 2 semaines. La première table ronde, c'est le 31 décembre, je crois. Et donc oui, c'est le 31 décembre. Et donc moi, j'ai vu que c'était assez cloisonné. En fait, on se parlait par intermédiaire de ce qu'on voyait publié dans les journaux et cetera, mais on ne pouvait pas se voir, c'était compliqué, il y avait pas Mmh. d'essence, il y avait pas de lieu de réunion et cetera. Et je me suis dit, le café CAUE, on va le transformer en table ronde visio. J'ai contacté quelques professionnels, pour savoir s'ils étaient intéressés. On a monté la première table ronde qui s'est voulue au départ, de partager de l'information sur ce que les gens pensent, mais aussi sur les moyens qui se déploient ou qu'il faudrait déployer. On l'a fait les 4 premières, c'était toutes les semaines, le 1er mois, non jusqu'à la cinquième, toutes les semaines. Et la sixième, on l'a reporté d'une semaine pour accueillir les inspecteurs généraux, de l'écologie et du développement durable pour ils ont vu que c'était un truc qui marchait bien, c'était un bon canal pour eux pour Mmh, toucher, mmh. beaucoup de monde. Donc ça, c'était hier, hein, Ça, c'était hier. d'ailleurs, ça veut dire qu'aujourd'hui enfin, on est passé finalement aussi de c'est intéressant là de voir dans la progressivité. On est passé de la gestion de l'urgence, Mmh. du partage aussi, du témoignage, du pratique et cetera. Hier, le sujet, c'était bien la reconstruction, Ouais. hein, ou en tout cas l'après-urgence. Voilà, je sais pas quel thème, moi je suis sur la réparation parce que j'ai aussi commis un bouquin qui s'appelait Ouais. Réparons la ville avec Christine Lecomte donc je reste sur cette veine-là, donc je sais pas, tu prendras le terme qui te va bien. Heu heu et peut-être sans faire la synthèse de ce qui s'est dit hier, qu'est-ce que toi tu portes, hem, comme préoccupation, pour la suite? Qu'est-ce Mmh. que toi tu portes aussi comme attention, de la part du CAUE quelque part, pour la suite? En quoi est-ce que ça questionne aussi, heu, le rôle du CAUE? À quoi est-ce Mmh. il peut servir dans ce moment, particulier où je leur ai dit, «Oui, il y a une crise, mais c'est pas comme si avant tout était rose, quoi, Mmh. hein». Enfin les sujets que vous vouliez aborder étaient Mmh. déjà là avant Mmh. Chido. Oui, alors, forcément, moi, ça fait 27 ans que je suis ici. Même si j'ai pas été toujours en permanence, j'ai un regard, à la fois, positif et aussi un regard critique sur la manière dont se sont développées. Si je regarde un point de départ, en 2005, il y a eu un film tourné par,
un cinéaste qui fait du documentaire, qui s'appelle «Les révolutions de la Terre». Il y a un grand segment, 20 minutes, qui est consacré à Mayotte et de mémoire, je cite, il se termine en disant: «Et cette population joyeuse et ces petites maisons de toutes les couleurs attendent maintenant le tourisme». Et effectivement, à cette époque, les choses étaient, on pourrait dire, sinon radieuses, très agréables et il y avait une convivialité locale, très facile et comment ça a basculé, en 20 ans? Je dirais que d'abord il y a pas eu le dimensionnement d'infrastructures nécessaire. Les grandes infrastructures, l'aéroport, la traversée entre les 2 îles, heu, la mobilité, pour de toutes les façons et cetera. L'aménagement de terrains constructibles, c'est pas parce qu'il y a des aléas qu'on peut pas construire. Il faut parfois faire des infrastructures pour pouvoir construire. Quand on regarde comment sont faits, par exemple, les petits ports, des Pyrénées-Orientales, on a investi dans des infrastructures, considérables, pour pouvoir les rendre constructibles et habitables. Ici, ça se fait pas. Mmh. Heu, alors c'est vrai que ça a été un peu au compte-gouttes tant que c'était un territoire, mais depuis que c'est un département, c'est pas acceptable que ce soit toujours au compte-gouttes. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, je dirais que, sur la base, donc d'une analyse à la fois positive et critique, la manière dont moi, je me suis dit, qu'il fallait que le CIE se positionne pour la suite. C'est pas seulement pour dire: «Il y a des maisons à reconstruire». Certes, il faut les reconstruire, mais c'est l'occasion de repenser l'aménagement et de revoir ces questions d'infrastructure, c'est des questions de libération de terrain à construire, de réfléchir au modèle que l'on construit. Parce qu'on est dans une espèce d'alternative. Pendant 15 ans, on n'a pas construit de logements sociaux. 15 ans. Même aujourd'hui, quand on regarde il y a 80 000 logements, il y en a 1 000 sociaux, locatifs. Mmh. Les autres, la CACIM, c'était en accession à la propriété, donc ça compte plus, c'est plus du logement social. Et pendant 15 ans, on n'a fait rien, rien. Parce que la CIM, on l'a arrêtée en 2000, et on a relancé le logement social en 2010, mais le temps de le programmer, de le concevoir et de le réaliser, les premiers sortent vers 2015. Donc c'est très, très peu. Moi, j'étais dans les premiers architectes à avoir été sollicités. Je crois que c'était en 2011. On a sorti les premiers logements 30 en 2016, 2015-2016. Heu, l'outil de production, il est pas là. Alors l'outil de production L'outil de de production du logement logement social n'est pas là. de logement social, Ouais, pour autant de c'est logement social ou même globalement l'outil de production du bâtiment, il est pas là. Il y a quelques entreprises majors et cetera qui peuvent faire des édifices, même grands, mais c'est très restreint et c'est pas avec ça qu'on aménage le territoire. bah, en 20 ans, pour autant la population a doublé. Mmh, La ville s'est densifiée, mais à coups d'étages mmh, posés, sur des maisons, hein, existantes. Il y a des gens qui construisent, hein, c'est mmh, les Mahorais. mmh, Heu, un habitat populaire, heu, qui en tout cas a le mérite d'être là, qui a été, touché aussi, par Chido. Moins violemment que dans les bidonvilles, mmh, hein, qui ont été littéralement soufflés. Heu, Aujourd'hui, il y a des questions, comment est-ce que cet habitat-là est réparé? Est-ce qu'il est bien fait? Puis quelque part, comment on accompagne aussi cette production de logements qui se fait spontanément en rajoutant, tous les 2-3 ans un étage à la maison? On attend aussi des limites du système, est-ce qu'il est possible pour le CAE d'avoir un rôle là-dessus notamment? Quel accompagnement, alors pour le CAE ou autre, hein, quel accompagnement nécessaire en tout cas de cet habitat populaire-là? ouais. Alors je reprends par rapport à ce que je disais déjà, donc dans l'après-Chido, il y a ce regard, dire c'est aussi une fenêtre pour, essayer de repenser l'urbanisme et l'aménagement et c'est aussi, un moment où moi je me dis, le CAE doit se positionner dans Ouais. cette affaire-là. Et donc, on a participé aux cellules de crise, on a montré qu'on était compétent pour faire du diagnostic, on a montré qu'on était capable de mettre en place, des permanences d'aide pour les particuliers.
qu'il nous fallait les non seulement les multiplier, de passer de 17 communes à 75 villages, mais aussi qu'il fallait des accompagnements. On a des gens qui sont plus spécialisés que nous sur par exemple, la réhabilitation comme Solia, ou on a des gens comme la CUF qui peuvent nous aider sur le foncier, et on a besoin de ce que le ministère de l'outre-mer nous dise comment il va aider financièrement les Mahorais. Avec ces outils-là, on est capable d'aller vers les familles et de les aider. Ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est que on a réussi à être intégré dans le nouvel établissement qui va être créé comme, conseil technique, et ça, je pense que c'est dû au travail qu'on a fait en 1 an et qui a donné de la visibilité, sur la compétence du CAE. Et qui donc là aura un impact, j'aimerais dire par le haut, hein, sur la planification, Oui, la stratégie territoriale. on le souhaite en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est On essaiera de jouer ce rôle. ouais, mais ça je doute pas en tout cas qu'il y ait une capacité à donner des pistes. Après on verra si c'est suivi ou pas. Et par le bas aussi, enfin ce travail de terrain, de permanence dont on le voit, elle est Dans pas les que villages, ouais. technique, architecturale, elle nécessite d'avoir un panel de compétences extrêmement important. Heu, on en parlait hier, hein, on traite évidemment de problématiques architecturales et techniques, mais aussi de questions, associées au droit du sol, Droit du la sol, légalisation de l'existant, des droit de bâtiments qui n'ont pas de permis l'assurance, de construire, qui sont donc pas ouais, assurés, mais aussi un foncier qui est pas nécessairement titré, ouais. parce on a un défaut de cadastre, quelque part, Et et cetera. Donc beaucoup de sujets qui s'empilent en fait et une pour les familles, élévation des compétences des artisans et des entreprises. Parce que en qui est fait, nécessaire. qui est nécessaire, Ouais. parce que quand même moi comme professionnel, ce que j'ai pu observer sur les 20 dernières années, c'est que les compétences étaient plutôt, descendantes que montantes. Mmh. On a trouvé parce que en fait la CIM quand elle était un opérateur, général de l'île. Elle a formé des artisans, en faisant venir des formateurs et cetera. Et depuis que ça n'existe plus, bah, les gens, ils arrivent avec de métropole, avec un petit bagage, mais ils étaient pas forcément entrepreneurs, ils étaient Mmh. salariés. Ils deviennent entrepreneurs, ils savent pas trop ce que c'est que les responsabilités, les engagements, et ici, il y a par exemple pas de classification au PQ Tech, tu vois? De pas Tech, non, PQCB? Ouais. Oui, bâtiment, enfin Ouais, ouais, voilà, enfin bon, je la comprends. classification de le niveau de compétence des n'est pas transparent. Ouais, 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 ouais. Voilà, et on peut avoir affaire à quelqu'un de très bien, qui est responsable et compétent, et on peut avoir affaire à quelqu'un qui dissimule ses faiblesses. Ouais, tout à fait. Heu, Et donc, pour en revenir à ce déploiement, on a aussi mis en place, des formations pour nous-mêmes, et on se forme au paracyclonique, parasismique, et cetera. On s'est dit qu'il fallait que nous, pour pouvoir aider les autres, il fallait qu'on se renforce aussi, et on a demandé, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, on a demandé de pouvoir déployer ces formations auprès de tous les personnels, des communes. d'accord. Parce qu'il y a bien cette question de culture constructive dans une île, heu, qui a aussi une histoire, hein, là-dessus, enfin, sur Mmh. lequel, il y a pas rien, hein, qui s'est passé, il y a tu as commencé à l'aborder, au travers de la cime, au travers de matériaux comme, heu, la VTC, Mmh. la brique de terre comprimée, compressée, ça dépend. Mmh. Ouais, voilà, le CAUE a un rôle aussi là-dedans sur, diffusion d'une culture, mais aussi structuration d'une filière, et cetera. Il y a un rôle pour le CAUE là-dessus? Alors, dans la structuration de la filière, on ne peut pas trop intervenir, je dirais, d'une manière directe. Par contre, dans la sensibilisation, Ouais, à la fois des maîtres d'ouvrage, du public en général et des enfants, ça, on le fait. Par exemple, on a mis en place cette année une, une intervention dans les collèges, qui s'appelle Banga Banga, ouais, et qui consiste à faire fabriquer par les enfants des bangas selon 4 modes constructifs différents. d'accord. Le premier, c'est en traditionnel, en torchis et feuilles. Le deuxième, en briques, et ils fabriquent les briques eux-mêmes.
et puis en bois et puis en matériaux recyclés. D'accord. Et ce qui est intéressant pour les enfants, c'est que d'une part, on leur apprend qu'est-ce que c'est que d'anticiper, pourquoi on dessine avant de construire, et on voit très bien la différence entre les 3 premières maquettes qui sont dessinées et la dernière qui est en matériaux recyclés, qui s'invente sur place. C'est beaucoup plus difficile Mmh. parce qu'on n'a pas anticipé. On ne sait pas ce qu'on va faire au moment où on commence à construire. Et ici, c'est un peu quand même aussi ça, des fois. Les gens commencent à construire, mais ils se rendent pas compte que où ils vont, comment ça se termine. D'ailleurs, énormément de bâtiments ne sont pas Ils terminés. ne sont pas terminés, ils sont ouverts sur le futur, hein, Et là, juste c'est avant que tu arrives, je lisais un rapport d'une de mes conseillères qui est allée voir une maison où elle est pas finie, mais elle est bonne. Le client lui-même se rend compte qu'elle est bonne à démolir. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on ça j'ai pu en voir plus d'une, hein, mais à force d'extension, on arrive sur une forme d'impasse, Ouais. heu, sans même parler, de sous-dimensionnement structurel, de Mmh. problèmes parasismiques Ouais. et cetera. C'est même en termes de vie, d'organisation même des circulations Ouais. où à un moment ça ne marche Ouais. plus, ça ne peut plus marcher, quoi. Sauf qu'on peut être déjà à du R+3, et avoir coulé des volumes de béton, des volumes de béton importants. Ce travail culturel, hein, d'appropriation, y compris de matériaux qui ont été développés localement et cetera, heu, il est fondamental. Il y a beaucoup de freins, hein, Ouais. Alors on a co-organisé avec l'association Arter aussi une sorte de colloque sur, les matériaux en terre et pas exclusivement la oui, BTC, oui. mais aussi, les propriétés de la terre et comment on peut l'utiliser pour faire de l'enduit, pour faire du torchis, et cetera. C'est un aspect important pour, je dirais presque, réconcilier la nouvelle génération avec la terre que, la génération précédente a rejeté à un Ouais. moment donné. Et le BTC n'est pas ne ça s'est pas installé tout seul. Il y avait des gens qui étaient, pas favorables parce que ça leur rappelait justement le torchis. Ils ont pas vu que finalement ils avaient inventé un matériau qui était très performant. Parce il peut être aussi performant que le parpaing, surtout quand il fait 22 Mmh. d'épaisseur et il est, thermiquement bien meilleur, hygrothermiquement encore meilleur. Voilà. Et l'architecture qui a été créée avec la BTC, dans son ensemble, parce que peut-être c'était centralisé, est une belle architecture, bien dessinée. Moi, en fait, une des choses qui m'ont attaché à Mayotte, c'est l'idée de venir construire avec la BTC. Parce qu'en métropole, j'avais déjà construit pas mal de bâtiments avec de la brique. J'ai fait la sous-préfecture de Dunkerque, j'ai fait un bâtiment dans le 20e arrondissement, rue des Haies. J'ai fait un commissariat à Boissy-Saint-Léger, tout ça en briques et donc et puis j'avais appris à travailler avec un architecte qui avait travaillé en Inde et qui aimait beaucoup la brique aussi, parce que ça permet d'avoir une échelle, un dimensionnement, une obligation de réfléchir à la construction, voilà. C'était ce que moi j'appelais une architecture de main-d'œuvre. Bah, c'en est une et donc elle est, terriblement redistributive, ce qui est pas complètement anecdotique, hein, Ouais, dans un pays, dans un territoire qui manque de qui travail. manque de travail. Ouais. Elle nécessitait aussi de la maçonnerie, c'est de la compétence. Enfin, je veux Mmh. dire, c'est Absolument. assez facile de faire, poser des parpaings, mal poser des parpaings est pas très problématique, Mmh. mal poser des briques, On se met de l'encre voit dessus, on voit plus beaucoup, rien. voilà. Donc, il y a c'est des métiers de savoir-faire et cetera. On va y revenir avec d'autres acteurs, dans le détail, mais pour rester un peu sur ce champ-là parce que, ça me semble, important et moi, j'ai la sensation que, la brique complètement rejetée il y a 20 ans par une génération qui a peut-être connu l'habitat en terre, et puis associé à une forme d'effondrement de la production du logement social. Aujourd'hui, reprend des couleurs, alors sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, y compris d'ailleurs, elle est au niveau architectural souvent présentée brute, et pas colorée, pas peinte, hein, une forme de nouvelle esthétique aussi, Mmh. là-dessus qui est en train d'émerger. Est-ce que tu ressens la même chose? C'est-à-dire le fait que, heu, la brique n'est plus tellement vue comme un matériau du passé parce qu'associé à la terre, et finalement, nouvelle génération aussi de Mahorais va Mmh. peut-être être Heu, plus attirée par ça. En fait, en 2007 avec, des confrères, Vincent Liétard, des maîtres d'ouvrage, Mestoué Marie, qui était le directeur des constructions
du SMIAM à l'époque, c'est, l'organisme qui construisait les écoles et puis, des ingénieurs, des entrepreneurs, quelques autres, on a créé l'association Artère Mayotte en vue, d'éviter l'extinction totale de la filière. Mmh. On était, on était devenus, Mais on était vraiment pas loin de l'extension on n'est totale. pas loin de Ouais. l'extinction complète, il restait une ou 2 briqueteries, c'est tout. Ouais. Hem, alors moi, comme j'étais venu pour ça, j'ai réussi à convaincre mon maître d'ouvrage, le SMIAM à l'époque, qu'on pouvait continuer de construire des écoles en BTC et on l'a fait parce qu'il était son propre assureur et sinon les bureaux de contrôle ne voulaient pas, ne les validaient pas. Par défaut de normalisation, en fait, Par défaut de du produit. normalisation, non pas de normalisation du produit parce qu'elle existait déjà depuis 2001. C'est la norme AFNOR XP P13901. D'accord, très bien. On Voilà. notera, vous noterez, hein? Et mais il y avait pas les règles Ouais. professionnelles, c'est pas dans les DTU, c'est pas dans les avis techniques et cetera. Donc l'association a eu pour but d'abord, un volet sensibilisation, dire, «Oui, mais regardez, on fait de la belle architecture», comme ça. Et à l'époque, quelques années après, donc ça c'est 2007-2008, la création de l'association. 2010, il se trouve que j'étais à ce moment-là président du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et qu'on avait créé une maison de l'architecture et j'ai proposé aux collègues ici, je lui ai dit: «Mais, il faut le faire connaître aussi dans la France métropolitaine parce que ce qui va en métropole Mmh mh. revient ici d'une façon souvent plus positive». Ouais. Et donc on a monté une exposition, 24 panneaux à 0 qu'on a exposé, à la Maison de l'Architecture dans la chapelle des Récollets et on a fait une conférence où on a fait le plein de 200 personnes et ça a été très positif parce que par la suite, on a réutilisé aussi ces panneaux, pour faire pendant les Journées européennes du patrimoine, pour diverses manifestations et ça a commencé à lancer, comment on pourrait dire? Le le prosélytisme Ouais, pour la ouais. Non, la VTC. diffusion, enfin, oui, Ouais, oui, mais il y a un diffusion. moment, Voilà et on a pu engager, le travail de normalisation, si on peut dire, des savoir-faire. Alors ça a été long, hein, il faut d'abord réunir des fonds, mmh, parce que ça coûte de l'argent, faut faire des essais au feu, des essais à réflexion, des essais, un tas de trucs et puis il faut écrire. Donc on a eu l'appui de Cratère, qui est spécialisé donc là, c'est dans la les équipes de construction. Grenoble, hein, Ce sont les équipes de qui Grenoble, ouais. suivent, le devenir de l'île depuis des décennies, Depuis hein? le Hein? départ, depuis Et 78 je ouais, crois. Ouais, avec son fondateur, voilà, donc là, c'est vraiment Patrice Douat. là, on est vraiment dans le canal historique, Ouais, voilà. ouais et donc après tout ce travail de concertation et d'écriture, on a abouti d'abord à une ATEX en 2018 et puis il y a eu le covid. Alors, l'ATEX, il a pas pu être beaucoup expérimenté et il était, fort clos en 2021. Mais, dans l'entretemps, on avait lancé, la suite, c'est-à-dire, faire adopter les règles professionnelles par, la C2P, ça s'appelle. C'est ce qu'on appelle, je sais plus comment, un tierce, personne, enfin, tu vois? C'est en fait l'association des bureaux de contrôle et des assureurs D'accord et donc là, et ça, on a obtenu en, juillet 2022, les règles professionnelles et ça vaut aux normes et c'est, on est maintenant dans on peut pas refuser pour des raisons normatives une construction en BTC. donc c'est une forme de banalisation finalement de ce mode constructif, c'est-à-dire il va rentrer aux côtés d'autres modes Ouais, constructifs, et il est pas pénalisé par une absence de normes et avec tout ce que ça sous-entend en termes de difficulté à s'assurer, et ouais, puis quelque part le fait que chacun sur le chantier met, ceinture et bretelles, voilà. à cause du défaut de normes. Donc ça joue très certainement évidemment, hein, sur Oui, le puis redéveloppement. c'est un double avantage, c'est que, d'une part, on peut pas s'opposer si c'est fait dans les règles et d'autre part, le fait d'avoir des règles, ça rassure ceux qui l'utilisent et Alors donc ça le rend plus accessible d'une certaine façon. ces règles, elles sont aussi enfin, elles sont le fruit d'un travail, de lobbying, Ouais, soutenu, ouais, enfin depuis ouais. plusieurs années, avec des hauts et des bas, mais il y a quand même une vraie continuité sur ce travail-là. Elles sont aussi le résultat du fait qu'on a, bah, sur l'île, Mmh. heu, 40 ans d'expérience. 40 ans d'expérience qui démontrent que Ouais. ça tient dans des Mmh. conditions,
difficiles. Alors, des chocs, mais aussi une humidité, Mmh. un climat tropical, et cetera, et cetera. Mmh. On a un retour d'expérience sur ces modes constructifs. Oui, puis, ça a fait l'objet de plusieurs évaluations. Il y a eu une première évaluation qui avait été faite par Cratère après les cyclones Kamisi et un séisme, Un séisme en où il y a eu un 93, premier petit fascicule qui identifiait l'ensemble des modèles constructifs qui avaient été mis en œuvre et donc ça permettait de transposer dans l'écriture des règles professionnelles ce qu'on savait qui était solide, les précautions qu'il fallait prendre, par rapport, par exemple, à des points faibles, les ouais. jonctions avec un autre matériau ou la protection à la pluie ou les remontées capillaires et cetera. Donc c'est une capitalisation, je Oui, dirais, des il y a une règles vraie professionnelles. expérience, là-dessus. Donc ça a bien avancé, on le voit, hein, sur les Mmh. chantiers, on voit réapparaître, heu, la BTC. Il y a cette question à un moment, de redéveloppement de la filière, Mmh. passage à l'échelle, Mmh. on est encore précoce là-dessus, mais Mmh. est-ce que justement cette fameuse reconstruction est pas aussi l'occasion d'accélérer? C'est quoi les prochaines étapes justement, par rapport à ça, cette filière-là? Alors, ce qu'on constate, c'est que, au moment de la promulgation des règles professionnelles, on a comment on va dire? Un bassin de briquetiers qui est encore assez faible, qui Mmh, travaille avec les mêmes machines qu'il y a 40 ans. C'est des machines à bras, les terres stérables et en nombre insuffisant. Il y en a vraiment 3 ou 4 quoi qui produisent, certains, enfin 2 qui produisent vraiment régulièrement et 2 autres qui par intermittence. mmh, Il y en mmh. a un, il est enseignant et quand il a le temps, il fait un peu de briques. Oui, mais un autre qui garde les vaches, quand il fait pas des briques et cetera. Donc c'est assez faible et donc il faut et puis il n'y a pas la culture du contrôle qualité. Et donc il faut dans l'étape depuis qu'on a ces règles professionnelles, introduire, ce contrôle qualité qui lorsque la filière était dirigée par la CIM existait. On remplissait les fiches, on Mmh. vérifiait, on contrôlait les taux, de mélange, de pouzzolane, de terre, de sable, de ciment. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est encore un peu opaque. Sauf qu'il y a une première briqueterie semi-automatique qui s'est mis en place et qui, elle, peut contrôler et fabriquer des briques dans ce sens. Et donc, l'idée de l'association, c'est de créer une structure, de recherche et développement et de formation qui va accompagner la filière. Recherche et développement parce que on va pas se limiter à la brique de terre telle qu'on l'a toujours faite. On a montré lors d'une étude précédente en 2022-23 qui s'appelait Thomas, financée par la DGOM, le ministère de l'Outre-mer, que si on ajoutait des fibres à l'intérieur du mélange de terre, et d'eau, on avait une performance thermique beaucoup plus élevée, 2 fois et demi plus Ah oui. élevée que la brique traditionnelle. Sauf que, on s'est arrêté à l'expérience d'échantillons et que pour passer à un stade, de fabrication Oui, la industrielle ou mise en œuvre sur un semi-industrielle, chantier, il y il a faut quelques faire étapes. beaucoup de Ouais. mise au point et quand on rajoute de la fibre, on gagne sur la thermique, mais on perd dans la mécanique. Mmh. Donc il faut retrouver le mode d'emploi, d'une certaine façon. Le bon produit avec le bon mode d'emploi. Donc on a cette piste-là et puis on a la piste des enduits terre et on a la piste aussi des mortiers et cetera et ou des autres techniques de terre comme, la terre coulée ou comme, ce genre de choses. Donc, la structure pour laquelle on a déjà un premier financement qui s'appelle Amateco, Atelier Mahorais des terres à construire, a cet objectif, recherche, développement, formation. Et donc Formation, je veux bien qu'on s'arrête et puis pour atterrir aussi dans notre échange, qu'on s'arrête sur cette question-là parce qu'elle est centrale. On l'a vu heu, des malfaçons ou mmh, voilà, le cyclone a généré beaucoup de surprises. Il a aussi révélé, hein, mmh le mh, fait que dans la chaîne de production, mmh, de l'urbain, du bâti, on avait des défaillances, des malfaçons, qui sont liées à des défauts de mise en œuvre, mais qui sont pas les défauts de mise en œuvre sont pas
que liés à ceux qui font, et ceux qui posent, hein, des défauts de conception, des défauts de contrôle, des manques de ressources, de matériel spécifique et cetera et cetera. Heu, Peut-être pour revenir sur là-dessus, cette question des métiers autour de la BTC, il y a la question du maçon. Hein, on est quand même sur, je disais, on est sur de la maçonnerie qui se voit, il y a des questions de savoir-faire associées à ça. Heu et on le voit aujourd'hui sur les ouvrages récents, c'est quand même assez hétérogène en termes de qualité de pose, pour rester poli. Il y a eu des pertes de savoir-faire là-dessus. Comment est-ce que là-dessus on arrive à retrouver une qualité, à reformer finalement, hein? Alors au préalable, je dirais qu'en amont de ça, il y a une réflexion un peu, philosophique ou politique, à avoir sur, quels sont les objectifs de la Ouais, construction. ouais, ouais. Moi, quand j'étais, étudiant en architecture dans les années 70, on nous disait qu'on construisait pour 30 ans. Donc, au-delà et effectivement, la responsabilité, par exemple, de l'architecte, elle est trentenaire. Elle est de 10 ans pour la garantie, mais elle est Mmh. trentenaire. Après et ici, quand même, les bâtiments qui ont été construits dans les années, 80, ceux qui ont 40 ans, bah, ils sont pour beaucoup, ils sont encore là. Mmh. Donc ils ont dépassé cet étiage de 30 ans. Un étiage dont on ne parle plus, maintenant, je crois que depuis 2000 autour de 2005-2015 par là, le développement durable, il a plutôt changé le paradigme en disant, on doit pas on construit plus pour démolir. On fait plus du jetable. Et là, d'ailleurs, cette question a été aussi beaucoup, débattue par rapport, ouais, aux démolitions des grands ensembles et Mmh, mmh. cetera. C'est quoi tout ce gâchis? Heu, voilà. Donc, pour revenir à cette question de la formation et la qualité de la construction, c'est quand même lié aux objectifs qu'on se donne sur la durabilité. Si on raisonne famille, les familles, elles souhaitent avoir des biens qui durent, transmettre à leurs enfants et cetera. Donc Heu, je dirais qu'on sera plutôt sur une solidité séculaire Ouais, bien sûr. et pour atteindre ce niveau-là dans un territoire qui est soumis au séisme, aux cyclones, aux mouvements de terrain, aux débordements de cours d'eau, aux à submersion marine et cetera Au et cetera. thermite, à l'humidité, Thermite, à machin, enfin l'humidité et c'est cetera. un C'est une gageure un ouais, peu, bien sûr. mais hem, Et à l'hypercroissance, enfin ouais, aussi. Enfin il y a un ouais. moment, un rythme de renouvellement urbain qui est Le problème, c'est que d'abord au niveau de l'éducation, parce qu'ici il y a quand même des formations professionnelles, initiales dans les lycées professionnels, on a tendance à former de la main-d'œuvre pour l'outil qui existe et pas pour, l'outil qu'on voudrait faire. mmh, Et donc c'est le 1er paradigme à changer, c'est de dire: «On forme des gens pour pouvoir transformer le système de production». Et puis après, je pense qu'il y a des savoir-faire, on va passer de la maçonnerie ou comme, moi je sais pas, quand j'étais jeune, j'ai enseigné aux tailleurs de pierre. J'ai appris plus qu'eux parce que c'est subtil, quoi. mmh, bien sûr. Et la maçonnerie de briques, aussi, c'est pas, je dirais, c'est pas, il faut pas des années pour, apprendre ça, mais quand même, c'est différent que d'empiler des parpaings. Surtout si on veut, on a fait venir, on a fait venir un gars d'Auroville, au mois Mmh. d'octobre, cet aprèm, Maïmi. Je sais pas si tu vois qui c'est? Je non, mais enfin j'ai entendu parler de son passage par Voilà, contre sur l'île, oui. et on a montré qu'ici avec, bah, avec les briques qu'on a, on peut faire des voûtes en ogive, des voûtes en arc, des voûtes Bien sûr. en de panier, qu'on peut faire des coupoles Et d'ailleurs on et en a c'était fait. une Mmh. découverte, pour les jeunes Oui. ici. Et donc voilà, donc on peut faire venir des compagnons, on peut faire venir des parents de formateurs, on peut mettre des formateurs, je dirais, pour faire des chantiers écoles, et renforcer son entreprise. Heu, c'est pas forcément embaucher quelqu'un, tout le temps, ça peut Mmh. être quelqu'un pendant 6 mois et former des équipes. Heu voilà. Après, sur cet aspect, nouveau de l'horizon 2050, il faut aussi qu'il y ait un renforcement du bassin, d'entreprises. Il y a, il y a 2 ou 3 majors ici, Mmh. mais le reste derrière, il y a tout un tissu, d'artisans et cetera qu'il faudrait, je dirais qu'il manque sûrement un nombre important d'entreprises de taille moyenne qualifiées. Heu
Parce qu'ici, vous vous adressez à un artisan, il dit: «Moi, je vous fais la charpente, la couverture, le placo-plâtre, je vous pose le carrelage» et cetera. Mais enfin, il sait faire un peu de tout, il demande à des copains de venir Mmh. parce qu'il sait pas faire. C'est pas une entreprise. Non, puis en tout cas, c'est pas avec ça Et qu'on c'est fait on fait rien. des trucs, un peu Ouais. significatifs, et cetera, et cetera. Puis surtout à l'échelle, hein, Mmh. permettant de Ouais, répondre, à des besoins. Alors, besoins de développement de l'île, on pourra en parler, mais en tout cas, on est bien face à une hypercroissance, mais rattraper aussi du retard de production, ouais. notamment sur le logement. Tu le disais, retard de production, enfin, pas quasiment pas de production de logement social ces 15-20 dernières années, et pour autant doublement de la population et donc explosion, hein, Mmh mh. des secteurs de logements insalubres. Donc là, la réponse, c'est bien de la production, hein, Ouais, c'est bien de la ouais. construction. Alors là, on s'est un peu éloigné du CAUE, mais il faut bien parce que, le CAUE, il travaille sur un terrain Bien sûr. et peut-être aussi il y a ce renforcement du tissu des entreprises, moi je pense que c'est stratégique, mais c'est difficile. C'est pas difficile parce qu'il y aurait pas des gens qualifiés, qu'on pourrait mobiliser, mais c'est difficile de faire rester les gens sur Mayotte. Mmh, C'est loin de tout mmh. et puis c'est un climat difficile, pas toute l'année difficile, mais quand même un peu difficile, un contexte social pas facile. Vous savez, quand vous avez 45 jours de grève dans l'année, avec des barrages, que vous avez, une saison des pluies, qui vous empêche de faire un tas de trucs, suivi d'une saison sèche où il y a pas d'eau, Ouais. c'est je veux dire les jeunes couples qui ont envie de s'expatrier, c'est pas ici qu'ils vont venir. Non, non, c'est Plus pas difficilement, quoi. c'est pas simple et tu le disais au tout début, hein, il y a de la croissance, Mmh. mais c'est pas nécessairement du développement. En tout cas, il y a Mmh. pas eu de gain en qualité de vie. Mmh. Pour autant, c'est bien l'objectif, là, hein. Ouais, ouais. C'est bien Mmh. l'objectif de ce qui doit venir. Dominique, merci. On a en effet, on a parlé d'île en même Ouais, temps ouais. et voilà, donc c'était le but. Au-delà de ce que fait aujourd'hui le CAE, mais surtout ce que fera, demain le CAUE pour, bah, On n'a pas parlé des pour aspects ça. culturels parce qu'on a aussi dans notre magasin, quelques aspects culturels qu'on va lancer cette année. Un travail sur les femmes bâtisseuses, puisque Ouais, ici ce sont les femmes qui sont propriétaires, la plupart du temps. Un autre sur, les mots des natures des maisons mahoraises ouais. et un troisième sur le recensement des mosquées avec l'objectif de faire une monographie des 10 ou 20 plus belles. Bah, on mettra alors puis il y a un certain nombre de republications en Mmh. cours, et cetera. On mettra ces références-là parce qu'elles sont importantes dans les commentaires du podcast, puis Mmh. on suivra à l'avenir, ce qui se Le passe et ce qui se développement. fait. Dominique, merci pour l'échange. Merci aussi pour tout ce boulot fait, depuis mi-décembre. Je crois que ça fait du bien aussi à la profession, tout Mmh. ça, Mmh. d'avoir un point pivot. Merci à toi. Merci.